on va parler bébêtes, animaux non humains. Et je vous propose une... comment dire ? Pourquoi je m'intéresse à ce sujet ? C'est presque une réflexion humaniste pour moi, sachant que maintenant, dans l'humanisme, j'inclus les humains et les non-humains. Ça, c'est des livres que j'écris. Ce qui est important, c'est de voir qu'ils sont colorés. Je m'adresse au grand public et j'essaye de faire les trucs les plus attractifs possibles parce que je parle d'insectes en particulier. Ça commence à devenir bankable, mais il y a encore un petit peu de marge avec les blattes et les mouches. Et j'ai plein de conflits d'intérêts. Je suis vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, association nationalement reconnue. C'est comme la LPO, mais ça s'occupe des insectes. Ça a 50 ans, un peu plus. Je suis dans une cellule éducation de France Nature Environnement. Trace, c'est une association qui fait de la médiation scientifique. Et le GREN Île-de-France, c'est le réseau francilien d'éducation à l'environnement. Il n'y a pas le livre qui... Voilà, il n'est pas ici. Mais oui, cette conférence tourne autour d'un livre qui s'appelle « Beau d'ailleurs », ces espèces exotiques qui nous entourent, que j'ai écrit chez Belin. Et l'origine, c'est un peu... vous savez ce que c'est que ce truc-là ou non ? Pardon, ce magnifique animal non humain. C'est une tortue de Floride. En fait, ma réflexion sur les espèces dites exotiques, elle est assez ancienne. Quand j'ai commencé en tant que jeune naturaliste, quand on trouvait une tortue de Floride, comme ça, on était censé lui écraser la tête ou un truc comme ça, puisque c'était déclaré nuisible. D'ailleurs, c'est toujours déclaré nuisible. Et une espèce nuisible, vous ne pouvez pas la laisser repartir. Donc, je me retrouvais parfois dans des groupes avec des enfants ou des adultes, avec une tortue de Floride, et tous les enfants me regardaient comme ça, et j'étais censé l'écraser, donc pas question. Donc, je me suis quand même un peu titillé en disant, mais les protecteurs de la nature me demandent de tuer un animal non humain. Bon, et puis ça a continué avec ce truc-là. Alors, son vrai nom ? Comment ? Ouais, enfin, peut-être pas son nom scientifique, mais le... Non, là, ouais, il y a des pros dans le public. C'est quoi son vrai petit nom ? Parce qu'asiatique, c'est un peu frelon à pattes jaunes. Merci. Vous les voyez, les petites pattes jaunes ? C'est le frelon à pattes jaunes. En plus, il y a environ 8 ou 9 espèces là où cette espèce vivait il y a très longtemps. Et comme on continue le commerce avec l'Asie, on va peut-être se retrouver avec un autre frelon asiatique, voire un troisième, etc. C'est le frelon à pattes jaunes. Et pourquoi ça me titille plus ? Parce que j'étais pas spécialiste des tortues. En revanche, je suis un peu plus spécialiste des insectes. Et la première fois que j'ai rencontré un frelon asiatique, en fait, waouh ! Le truc, j'avais jamais vu un truc aussi grand, noir avec les fesses oranges, mais c'est dingue. Il y a même des voitures noires avec des toits orange, j'ai remarqué, donc ça peut être à la mode d'être noir et orange. Et puis surtout, j'avais jamais vu une grande guêpe comme ça, donc je sais pas, ça devait être en 2005, ils sont arrivés en 2004. J'ai trouvé ça magnifique, et donc, comme tous les amateurs d'insectes, je trouve ça hyper joli. Bien sûr que c'est subjectif. Et puis, j'ai commencé à entendre plein de gens qui les trouvaient horribles, détestables, d'affreux jojo, pas de chez nous, mangeurs d'abeilles, etc. Et du coup, ça m'a vraiment questionné, et je me suis questionné sur cette façon un peu dichotomique qu'on a d'aimer la nature. On adore l'abeille domestique et on déteste le frelon asiatique. Et c'est une drôle de façon d'aimer les insectes, d'aimer la nature, comme on dit. Et du coup, j'ai un peu creusé et je trouve que ce sujet est passionnant. Et maintenant, surtout avec les enfants, quand on me demande quel est mon insecte préféré, je réponds le frelon asiatique. Alors, je n'ai pas d'insecte préféré, mais en revanche, c'est un peu comme Étienne Klein disait, personne n'y connaît rien en entomologie, mais avec le frelon asiatique, tout le monde a un avis. C'est comme, vous voyez, vous vous souvenez, là, je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas entomologiste, mais on a un avis sur le frelon asiatique. Et c'est souvent un avis biaisé. Si je dis que je préfère la cigadelle verte des prairies humides, vous en avez strictement rien à faire, on passe à autre chose. Alors que quand on dit qu'on aime le frelon asiatique, c'est quand même quelque chose. Donc, je me suis intéressé à ces histoires de bêtes exotiques et j'ai rencontré sur un festival un photographe internationalement reconnu, Cyril Ruozo, qui se fait un selfie là je ne sais où, le voilà, qui est un grand photographe et qui
en discutant, parce que lui, il est sur le terrain tout le temps, donc il en croise des bêtes exotiques toute la journée, il les connaît bien. Il en photographie, alors c'est pas forcément celle qui photographie, mais c'est lui qui a fait les photos qu'on voit depuis tout à l'heure, et qui m'a aussi dit, mais oui, c'est dingue cette haine que les gens ont vis-à-vis des espèces exotiques, dites envahissantes, qui ne seraient pas de chez nous. Et il s'interrogeait aussi de la même façon que moi, et donc je lui ai dit, bah, écoute, t'as pas des photos? Il m'a dit, si, j'ai des photos, et de notre discussion est né un bouquin, ce bouquin, beau d'ailleurs, ces espèces exotiques qui nous entourent. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on aurait pu dire belle d'ailleurs, parce que c'est les espèces exotiques, mais en fait, cette perruche est un individu, c'est un garçon, et avant d'être une espèce, c'est un individu, donc je préfère ce titre, beau d'ailleurs, ce sont des individus qui viennent d'ailleurs. C'est quoi une espèce exotique et une EEE? C'est une espèce qui vient d'ailleurs, qui n'était pas naturellement d'ici. Je ne sais pas d'où vous êtes, vous, ou vos ancêtres, mais pour les animaux non humains, c'est ça la définition, c'est un truc qui vient d'un autre pays et qui n'est pas venu naturellement ici. Parce que les frelons jaunes, par exemple, sont venus d'Asie, mais avec leurs petites ailes, alors que le frelon à pattes jaunes, il est venu en bateau, et sur un bateau sapiens, et ça passe pas. Il est exotique. Donc vous connaissez la plupart de ces animaux dits exotiques, les ragondins, les rats, surmulots, perruches à collier, la tortue de Floride. Et le chat, on a souvent tendance à l'oublier, j'aime bien le rappeler, qui est une espèce exotique. Ce n'est pas le chat sauvage qui vit en Europe qu'on a domestiqué, c'est des chats qui viennent d'Afrique ou d'Égypte. Enfin, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Et puis, il y a cette appellation, espèce exotique envahissante. Alors, c'est vraiment un sujet... Vous n'êtes pas aidé pour avoir de l'esprit critique par rapport à ce truc-là, parce que dès qu'on parle des espèces exotiques, c'est souvent celles qui sont envahissantes, qui prennent une importance incroyable. Elles sont incroyablement rares. Et même les protecteurs de la nature, et voire surtout les protecteurs de la nature, sont vraiment arc-boutés contre ces espèces. Et c'est quasi une question religieuse. C'est des espèces qui viennent un peu perturber le jardin d'Éden, cette nature qu'on adore et qu'on trouve magnifique et qui serait originelle. On a toujours ce mythe en tête. Et donc, elle viendrait perturber ce truc-là. Et c'est souvent les protecteurs de la nature, parce que c'est vrai que les politiques ou d'autres personnes n'y connaissent pas grand-chose en animaux non humains. Donc, c'est plutôt les connaisseurs de la nature qui vous parlent des animaux non humains. Les connaisseurs s'appellent les protecteurs de la nature, les naturalistes. Et ils aiment beaucoup la nature originelle. C'est carrément, je pense, religieux. Et quand vous êtes comme ce frelon, ou lequel est placé, je ne sais pas si les autres, peut-être le chat. Quand vous êtes placé quand vous êtes sur la liste des espèces exotiques envahissantes, vous êtes foutu. C'est foutu pour vous. Vous êtes estampillé. Il n'y a rien de bon en vous. On va vous tuer quoi qu'il arrive. Qu'on soit un ami des animaux, qu'on soit un chasseur, qu'on soit n'importe qui, si vous êtes sur la liste des vous êtes foutu. Et ça, vous l'avez bien compris, c'est toute l'espèce qui va être c'est donc tous les individus. Comme si tous les ragondins de France, alors non, on va dire, les ragondins, ils ne sont pas je ne crois pas, comme si tous les frelons asiatiques mangeaient toutes les abeilles de France. Ça n'a aucun sens. Pardon. Du coup, avec ce sujet, on est dans des stéréotypes incroyables, dans des biais divers, des biais de stigmatisation. On surestime les faibles probabilités, etc. Il y a un nombre de biais incroyables qui se mettent en place. Je pense que vous êtes tous au fait, enfin si vous ne savez pas ce que veut dire un biais, demandez-le moi. Et on est dans un fantasme de ce que devrait être la nature, vraiment. Et j'ai creusé le sujet, j'ai creusé pour chaque espèce. Est-ce que vraiment cette tortue de Floride qui est au milieu est une saloperie envahissante qui prend la place d'eux? Je vais y revenir après. En fait, il s'avère qu'aucune espèce terrestre ne prend la place d'eux. Il y a eu quelques cas dans des îles où on a introduit certaines espèces et qui ont effectivement fait disparaître d'autres espèces. Mais bon, j'ouvre une parenthèse. En plus, une espèce qui disparaît s'en moque, elle. Je referme la parenthèse, on pourra en rediscuter. Et en fait, même des gens qui travaillent sur ce sujet,
qui sont censés être des scientifiques, des biologistes, ont, je trouve, beaucoup de biais et vont faire travailler, par exemple, des étudiants en disant « trouve-moi les inconvénients de cette bête et non pas les avantages ». Et si un étudiant dit « tiens, j'aimerais bien trouver les... Ah, tiens, cet écureuil, apparemment, il dissémine je sais pas, les graines de telle plante. Non, trouve-moi plutôt ce qui ne va pas chez elle ». Et donc, on bosse rarement sur leurs avantages. Et j'ai eu beaucoup de scientifiques au téléphone, dont certains m'ont dit ce truc n'a rien à faire chez nous. Donc, d'être scientifique et de dire un truc comme ça, c'est quand même surprenant. Il y a bien des représentations quasi religieuses. J'ai cherché pour toutes ces bêtes ce qu'elles nous apportaient. Parce qu'en fait, forcément, quand vous êtes un animal non humain, en fait, vous avez des avantages et des inconvénients. Mais que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, vous avez des avantages et des inconvénients. Une mésange a un impact sur son environnement, mais on l'accepte parce qu'elle est de chez nous. Et donc, j'ai cherché les inconvénients. J'en ai pas trouvé beaucoup, je vous l'ai dit. Et j'ai cherché surtout... Pardon, impact, inconvénient. Ok. J'ai cherché les impacts, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Sur aucune espèce, les écrevisses, tout ce dont vous avez entendu parler peut-être, les écrevisses américaines, les ceci, les cela, toutes ces espèces dites exotiques, en fait, quand on creuse vraiment, on s'aperçoit qu'elles prennent peut-être des emplacements qui ont été, des habitats qui ont été détruits, abîmés, dégradés, et du coup, elles s'y installent beaucoup plus que les espèces autochtones, qui sont pas habituées à ça. Parce qu'une bonne partie des espèces exotiques qui arrivent, et ça c'est un sujet important, c'est qu'il y en a très peu qui s'installent. En fait, ça c'est vraiment le haut de l'iceberg. Il y a, on dit, 1 sur 1000 qui s'installe chaque année, sur 1000 espèces qui arrivent avec nos déplacements, nos transports, etc. Et en fait, il y en a très peu qui s'installent, et les rares qui s'installent, elles ont bien la pêche. Elles sont hyper opportunistes, elles profitent de tout, elles s'installent un peu n'importe où, et elles utilisent surtout des endroits où les autres ne s'installent pas. Donc finalement, pas tant que ça. Et puis, parallèlement à ça, on installe des castors. C'est-à-dire qu'on prend des individus castors de je ne sais où et on les installe dans une région sans jamais se demander quel impact... Enfin, pas vraiment, on se pose la question, mais quel impact ils vont avoir. Mais c'est-à-dire, comme le castor, il est de chez nous et qu'on l'adore, et qu'il est protégé, on va l'installer tranquillement. Je ne sais pas si vous avez vu une berge utilisée par les castors, tous les arbres sont couchés. C'est OK, c'est la vie du castor, c'est normal. Ça, c'est OK. Mais alors, quand un ragondin vous fait un trou, là, c'est pas OK. Pourtant, le ragondin, souvent, il est bien plus originaire du lieu que le castor. Parce que le castor, il a été importé par les humains. Le castor qui dézingue des arbres, en plus les arbres, on les adore, ça, il n'y a pas de problème, c'est pas un sujet. En revanche, les ragondins, je vais y revenir, mais après, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont en France, ils sont toujours des emmerdeurs. Le loup, est-ce que quelqu'un s'est demandé ce que ça allait faire? Alors, plutôt les éleveurs, mais sur les populations de chevreuils ou d'autres, les proies des loups, personne ne s'interroge sur les proies des loups, on favorise les loups, et on ne va jamais se demander quel impact ils vont avoir. Voilà, le chevreuil devient, dans un programme loup, le chevreuil devient de la nourriture pour loup. Il est complètement oublié en tant qu'individu. Oui. Et puis là, il y a écrit avantage-rôle. Alors je me suis amusé à chercher dans toutes les thèses, dans tous les PDF. J'ai fait CTRL F avantage et je tombe que sur davantage. Davantage de dégâts, davantage de ceci, etc. On ne cherche jamais les avantages, je vous l'ai dit, ou les rôles. Qui vous dit que le frelon à pattes jaunes dézingue les guêpes qui viennent vous embêter à table? Qui vous a dit que les frelons à pattes jaunes les attaquaient? Qui vous a dit que les frelons à pattes jaunes attaquaient les mouches à merde? Vous savez, toutes ces... Jamais personne, parce qu'à partir du moment où vous êtes d'ailleurs, vous n'êtes pas de chez nous, on va chercher que les inconvénients. Et il y a un truc que j'aurais dû dire quand même au début, quand je parle de stéréotypes et de biais, c'est assez drôle, c'est que finalement, tout ce qu'on reproche aux espèces exotiques, c'est nous. C'est notre définition. C'est-à-dire, ça vient d'ailleurs, ça prend la place d'eux, ça se naturalise de dingue, il y en a partout, c'est commun, il y en a partout, c'est pas une espèce en danger, on peut en faire ce que vous voyez, on peut supprimer des individus n'importe où dans le monde, vous voyez, c'est notre définition. Et c'est assez drôle quand
de réaliser ça, c'est qu'en fait, tout ce qu'on déteste chez les non-humains, en général, c'est nous. Et du coup, on oublie, quand on stigmatise les autres, on oublie qu'on est humain, quasiment. Et donc, quand un humain, quand un sapiens me dit « mais à quoi ça sert un frelon, à quoi ça sert un truc ?» je dis « attends, c'est sapiens qui me pose la question, mais la blague, l'énorme blague. » Ah ben non, mais si vous êtes tous OK, déjà, c'est... mais effectivement, la grosse blague. L'utilité de la lutte aussi, à quoi ça sert de dépenser souvent des millions pour une grenouille, le Xenoplis, qui est en train de s'installer dans tous les milieux aquatiques. On dépense des millions souvent pour rien, des millions pour supprimer la renouée du Japon. Et en général, on se rend compte que quand même, au lieu de dépenser des millions pour les détruire ou c'est souvent pour les détruire, d'essayer d'avoir un peu d'ingéniosité et de vivre avec, souvent ça coûte moins cher. Par exemple, la renouée du Japon, je crois que c'est la renouée du Japon, on arrive à l'entourer avec d'autres plantes différentes qui la bloquent. Donc en fait, c'est le génie génétique, le génie végétal qui a mis ça au point. On arrive à contenir la renouée du Japon, puisque ça ne sert à rien. Renouée du Japon, c'est une plante hyper envahissante, je ne sais pas si vous la connaissez, mais... Je parle de ça comme si vous connaissiez la renouée du Japon. C'est une plante qui peut effectivement, à certains endroits, s'installer et prendre vraiment beaucoup d'espace. Et pendant quelques temps, mais souvent à court terme ou à moyen terme, il y a plein de renouées du Japon à cet endroit-là. Et on arrive à trouver des solutions comme ça plutôt que de s'acharner. Et puis surtout, je trouve que philosophiquement, s'acharner comme ça sur des espèces, comme s'il y avait des bonnes espèces et des mauvaises espèces, dans la vie, c'est pas extrêmement efficace. Oui, ça nous interroge sur qu'est-ce qu'on veut du monde. Est-ce qu'on veut un monde sur la naturalité du monde? Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez le concept de nature, l'appel à la nature, toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est une espèce de fantasme d'une nature vierge. Et c'est vrai que les naturalistes qui aiment la nature indigène, qui s'est faite toute seule après la fin des glaciations, quand les glaciers ont reculé, qui s'est installée petit à petit, ils l'aiment de façon quasi charnelle, quasi religieuse. Et puis enfin, et je pense que c'est le point le plus important, c'est que lutter contre les espèces exotiques, c'est avoir une approche, une éthique environnementale et non pas une éthique animaliste. Et en fait, les protecteurs de la nature, souvent, sont dans le concept de l'espèce, qui est un concept. Et nous concernant, par exemple, Sapiens, vous savez ce qu'il en est à propos de Sapiens. En revanche, dans cette salle, il n'y a que des individus. Et je n'ai pas tellement envie de raisonner en termes d'espèces exotiques envahissantes quand je vous trouve chouette, je vous aime bien. Et donc la réalité, c'est des individus qu'on a en face de moi, sur le terrain, et non pas des espèces. Et la protection de la nature résonne encore en espèces, et c'est d'une violence absolument incroyable vis-à-vis d'un nombre incroyable, incalculable de non-humains. Merci. Bon, c'est assez rare. En général, tout le monde me dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Qu'est-ce qu'il raconte? J'aime bien rappeler que... Oh là, oui, ok. Quand on survole la France, il n'y a absolument rien de chez nous. Quand on survole là, tout ce que vous voyez, ça vient d'ailleurs. Les coquelicots, qui sont symboles d'une naturalité, viennent du Moyen-Orient, ont été introduits au moment de l'agriculture. Les châtaigniers viennent de Grèce, et c'est les Romains qui nous ont appris à les installer. Donc quand vous êtes dans les Cévennes avec des châtaigniers partout, en pleine nature sauvage, en fait, vous êtes dans un jardin d'humains. Donc même les châtaignes ont été introduits par les humains. Et puis, quand on a voyagé, on a rapporté plein de trucs, et absolument 100% de ce que vous mangez est exotique. Seulement, c'est là où on le veut, ils ne sont pas libres et émancipés. L'aubergine n'est pas libre et émancipée, elle est là où on la veut. Mais il n'empêche que quand vous survolez la France, vous avez une immense partie du territoire, peut-être 70%, qui est dédiée aux espèces dites exotiques, et on est ravis de les avoir, on ne mange que ça. La tortue de Floride, bon, je vais passer, mais voilà, on l'a fait venir parce qu'elle était jolie au début. Nous, et puis en Asie, ils faisaient des soupes avec. Elle ne prend pas la place d'eux. Sauf que parfois, quand elle se chauffe au soleil, effectivement, une cistude d'Europe, qui est l'espèce de chez nous, indigène, autochtone, la belle, la pure, tout ça. Bon, c'est vrai que parfois, elle arrive... Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des cistudes et des tortues de Floride. Et elle arrive parfois sur un emplacement où on se chauffe au soleil. Effectivement, il y a une tortue de Floride. Bon, elle est obligée d'aller voir ailleurs. Voilà. Mais c'est à peu près ça, l'impact.
Et là, j'aimais bien cette photo de Cyril. Il y a une couleuvre à collier qui passe sous une tortue de Floride, qui se moque complètement de savoir que c'est une espèce exotique. Le fameux frelon asiatique. Non, mais quelle merveille quand même. Non, mais c'est pas possible. Waouh. C'est vrai que j'ai un faible pour les hyménoptères. Oh non, 5 minutes, tu rigoles, mais j'ai plein de trucs à raconter, moi. Non, tu peux... Ok. Le frelon à pattes jaunes, cette merveille est arrivée en bateau dans le Lot-et-Garonne, dans des poteries pour bonsaï. Une femelle fécondée est arrivée en Europe et s'installe, et c'est hyper impressionnant, surtout le nid secondaire. Parce que ces frelons-là font un petit nid primaire, et puis quand il est trop petit, hop, ils s'en vont plus haut, ils font un nid qui a parfois la taille d'une machine à laver, qui est énorme. Et puis voilà le genre de photos qu'on voit. Là, quand je vois ça, je suis moi-même terrorisé. Alors qu'en fait, quand vous êtes à plus de 5 mètres d'un nid, il n'y a aucun frelon asiatique qui viendra, aucun frelon à pattes jaunes qui viendra vous embêter. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, si vous faites de l'apiculture, si vous volez du miel aux abeilles, sans leur demander leur avis, ok, si vous n'êtes pas végétalien, tout ça, d'accord, il y en a encore, il paraît. Bon, bien sûr qu'il y a des populations, des individus frelons à pattes jaunes qui vont vous emmerder, vous n'allez pas pouvoir voler du miel tranquille, ok. Là, vous essayez de trouver un problème avec votre solution, mais de les stigmatiser, de les détester et de rendre la population générale complètement flippée et tendue du frelon, ça sert strictement à rien. Parce que les frelons sont arrivés à partir du Lot-et-Garonne, ils sont arrivés jusqu'en Espagne, jusqu'en Allemagne, ils sont arrivés absolument partout, ils sont là, en fait. Et donc, j'ai même envie de vous dire, maintenant, avant, on n'avait qu'une espèce de frelon. Maintenant, il y a 2 espèces de frelons. La biodiversité a augmenté. On devrait se réjouir ou non? Bon. Et il y a même un 3e frelon, peut-être, qui est en train d'arriver par le sud. Mais les frelons sont là, voilà, ils sont là. Et donc, on n'y peut rien. Sauf si vous voulez continuer à voler un peu de miel, c'est tout. Mais on peut tout à fait vivre avec des frelons. Alors, il y a un énorme avantage avec le frelon asiatique, c'est que ça fait 20 ans que j'essaye de... Alors, il n'y avait pas le frelon à pattes jaunes avant, donc frelon asiatique, frelon à pattes jaunes, c'est le même, hein, je n'arrête pas de zapper. Il y a 20 ans, j'essayais de défendre le frelon d'Europe, qui, sur tous les réseaux sociaux, est devenu le frelon européen, alors que son vrai nom, c'est frelon d'Europe. J'ai essayé de dire, mais vous savez, il est hyper craintif, vous craignez rien, vous pouvez même vous approcher d'un nid. Bon, le faites pas, mais nous, on s'approche d'un nid de frelon, il vous regarde comme ça. Et en fait, le frelon asiatique est arrivé, d'un seul coup, on aime le frelon d'Europe. Oui, donc déjà, merci le frelon à pattes jaunes. D'un seul, ah ben non, mais lui, il est sympa, oui, on le voit pas, voilà, il est devenu sympa. Bon, alors, ce qui s'est quand même passé avec ce... Bon, je vous remets parce que là, j'ai terminé, je vous remets cette image. Quand même, avec ce truc-là, c'est que les étoiles étaient toutes alignées, toutes alignées contre lui, parce qu'il est d'Asie, le Made in China est plus du tout à la mode, il a passé la frontière sans papier, et ces imbéciles, et j'aime bien leur rappeler au rassemblement des frelons asiatiques chaque année où je vais, je dis, mais bande d'imbéciles, vous êtes attaqués au seul insecte qui avait un syndicat. Le seul insecte qui avait un syndicat, l'abeille domestique, vous êtes, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Ben ouais, mais tu comprends, François, nous, on aime bien les insectes groupés, un peu de nœuds. Et puis, quand on arrive dans les villes, il n'y a plus aucun insecte à manger, il n'y a rien. Donc, on a trouvé ces espèces de petites maisons, là, avec des abeilles toutes faiblardes. Et effectivement, c'est jeté dessus. Ouais, ok, je vous comprends. Mais ils ne mangent pas que les abeilles domestiques, ils mangent aussi les guêpes sociales. Ils aiment les insectes groupés et les mouches regroupées sur des bouses, par exemple. Donc, la frontière sans papier, et il s'appelait frelon. On avait tous une peur des frelons. Qui est complètement irrationnel. Et donc, voilà, toutes les étoiles étaient alignées pour que cette espèce soit complètement détestée. Vous pouvez vivre avec des frelons asiatiques, vous détendre du frelon, voire même s'ils s'approchent de vous, parce que quand ils sont en dehors du nid, ils ne sont plus du tout sur le mode « j'ai envie d'attaquer quelqu'un, je défends le nid ». Ils sont sur le mode « je vais chercher de la nourriture pour mes sœurs ». Il n'y a quasiment que des filles dans le nid. Et quand vous le voyez, imaginez-le avec son petit panier, vous voyez, de provisions. Et il cherche de la nourriture pour les sœurs. Et quand ils sentent un truc dans votre table, ils vous contournent et tout. Et c'est vrai qu'ils sont un peu curieux. Et ça, c'est une chose un peu étonnante, c'est que l'autre frelon ne s'approche pas du tout de nous quand on est à table, alors que lui, il est un peu plus culotté. Voilà, peut-être que c'est des mœurs asiatiques, peut-être. Je ne sais pas. Il est plus friendly et c'est vrai qu'il arrive et il s'approche plus de nous. Mais comme l'autre, il est tout à fait inoffensif. Quand on est loin du nid, je dois cesser, c'est ça ? Voilà. Je serais ravi d'en parler pendant des heures, de ces bêtes exotiques. J'avais quoi d'autre ? Ah oui,
j'ai mis l'abeille domestique, mais là j'ouvre la parenthèse et je la referme, qui n'est pas une espèce dite exotique. Je termine avec ça, pardon. Mais elle est quand même venue avec ses petites ailes, mais, chance pour elle, il y a environ 10 000 ans. Et en fait, 10 000 ans, c'est un peu la date qu'on s'est fixée pour dire on est un animal exotique ou non. Et elle est arrivée avec ses petites ailes d'Afrique et du Moyen-Orient, toute seule. Et une fois qu'elle est en France, on l'a croisée, recroisée. On ne sait absolument pas quelles sont les guêpes qui nous entourent, les abeilles qui nous entourent. On ne sait pas si c'est des reines italiennes, des reines égyptiennes, parce qu'on les a croisées de toutes parts. En fait, les abeilles qui sont autour de nous sont des animaux complètement hybrides. Et ça, l'hybridation, on la déteste quand on est un protecteur de la nature. Et elles sont aussi originaires, mais elles sont venues avec leurs petites ailes. Je vous remercie.